Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour le bilan culturel du mois d'octobre. Si vous suivez un peu l'actualité cinématographique, vous n'êtes pas sans savoir que de grands réalisateurs ont fait leur retour ce mois-ci, entre autres Wes Anderson, Ridley Scott ou bien encore Edgar Wright. Mais sans plus tarder, commençons directement par les films que j'ai récemment vus en salle. Le premier long métrage est un biopic consacré à une figure française bien connue puisqu'elle a totalement changé l'horizon de Paris. Il s'agit du biopic Eiffel, sorti le 13 octobre en salle. Eiffel commence quelques semaines avant l'exposition universelle, alors que Gustave Eiffel n'est absolument pas intéressé par cette exposition, mais préfère plutôt s'adonner au projet de métropolitain. Or, tout va changer lorsqu'il va croiser la route de son ancien amour de jeunesse. Si vous ne l'avez pas compris, c'est évidemment cet amour qui va engendrer la construction de la fameuse Tour Eiffel. Forcément, lorsqu'on entend le nom Eiffel pour un biopic, on pense, enfin moi la première et les critiques aussi, que le long métrage sera consacré au personnage. Or, en réalité, ce que le film essaye de faire, c'est de dépeindre la construction de la Tour Eiffel à travers la romance. L'important du film n'est pas la construction de la tour, mais bel et bien la relation qu'entretiennent ces deux personnages. Cette construction narrative n'est pas sans rappeler Titanic, sauf que malheureusement, n'est pas Titanic qui veut. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alchimie entre ces personnages. On ne ressent rien en voyant Emma Mackey et Robin Duris ensemble. D'autant plus que cette romance est sirupeuse, n'a pas réellement d'intérêt, et ressemble à toutes les romances interdites que l'on peut voir ailleurs. Je ne dirais pas que le film est fondamentalement mauvais, parce que c'est faux. Il est bon en termes de photographie, réellement. Le film est doté d'un énorme budget, et on le comprend en voyant les plans, notamment les scènes de nuit, qui sont en général un pari assez compliqué à tourner. Ici, elles sont parfaitement réussies, et le meilleur du film reste les scènes consacrées à la construction de la tour, dans laquelle on ressent toute la tension et les enjeux qui peuvent l'entourer, comme la révolte des ouvriers, ou bien la mise en danger aussi du personnel, par exemple le fait qu'on risque de tomber en construisant la tour, ou bien encore l'eau qui s'infiltre dans les fondations. Ces scènes sont vraiment intéressantes et prenantes surtout, mais le problème c'est qu'elles ne constituent seulement qu'un tiers du film, ce qui fait que les 2 tiers restants sont consacrés au coup d'œil langoureux d'Emma Mackey. Le deuxième film que je vais présenter est la production d'un grand réalisateur qui a réalisé l'un de mes films préférés, une fresque historique magistrale consacrée à la Rome antique. On va évidemment parler de The Last Duel de Ridley Scott, qui a notamment donné vie, comme je vous le disais, au célèbre Gladiator. The Last Duel, c'est l'histoire du dernier duel judiciaire qui a eu lieu en France et qui opposait Jean de Carouge, un chevalier, ici incarné par Matt Damon, et Jacques Legris, un écuyer auquel Adam Driver prête ses traits. Tout commence lorsque la femme de Jean de Carouge, Dame Marguerite, accuse Legris de l'avoir violée. Or, évidemment, c'est une femme, donc son témoignage n'est pas cru, ce qui va conduire son mari ainsi que son principal rival à s'affronter dans un duel à mort. Ce qui ressort principalement de The Last Duel, c'est sa construction. Le film est divisé en 3 actes, relatant chacun le point de vue d'un personnage. Le titre de ces parties parle de lui-même. Il s'intitule « La vérité selon ». Ça prouve bien à quel point la vérité est alternative selon chacun et à quel point chaque personne a vécu différemment les événements. Par exemple, là où Jean de Carouge verra une simple discussion entre Legris et sa femme, Legris lui verra des petits coups d'œil, des petites œillades lancées par Dame Marguerite. Marguerite, elle, verra plutôt l'orgueil de Legris. Ça montre à quel point la scène est vécue différemment selon chacun et comment l'interprétation que chaque personne a pu faire de ces événements a conduit justement à ce moment tragique qu'est le viol de Dame Marguerite. Malheureusement, c'est compliqué de ne pas établir un parallèle avec l'époque actuelle, puisqu'encore aujourd'hui, c'est très compliqué pour les femmes d'être crues lorsqu'elles sont violées. Alors certes, il n'y a plus de duel judiciaire comme au Moyen-Âge, mais les enjeux sont tout aussi importants. Le troisième film que je vais vous présenter est une production française sortie le 20 octobre en salle, adaptation d'un roman d'Honoré de Balzac. Il s'agit d'Illusions perdues de Xavier Giannoli. Dans ce film, on suit Lucien, un jeune poète campagnard qui décide de monter à Paris afin de se faire un nom. Ce qui m'a intrigué avec ce film, c'est la manière avec laquelle les médias le présentaient. On le qualifiait du film qui critique la critique. Et c'est effectivement ça. Xavier Giannoli offre une fresque parisienne, post-napoléonienne, dans laquelle s'entremêle une noblesse déchue qui vient tout juste de retrouver ses titres après le retour de l'Empire, réseau d'influence, mais également une presse qui s'avère évidemment corrompue. Car à Paris, tout s'achète, y compris les applaudissements et les critiques élogieuses. Et inversement, si on veut nuire à l'œuvre d'un rival. Il suffit de donner quelques sous pour qu'on se mette directement à écrire une critique en fonction des directives que l'on nous a données. Ce qui est amusant, c'est que Lucien, lui, débarque de la campagne avec son amour pour la littérature, et rapidement il va se retrouver propulsé dans cet univers où la qualité ne compte pas. Peu importe que la pièce soit qualitative ou non, que l'œuvre soit bonne ou non, le plus important c'est les directives qu'on va vous donner. Si on vous dit d'écrire une critique péjorative, écrivez-la. C'est simple, vous n'avez pas le choix. Bien qu'il ait été écrit en 1937, cette adaptation du roman d'Honoré de Balzac résonne étrangement aujourd'hui.
On ne peut pas s'empêcher de voir en ces journalistes corrompus les influenceurs d'aujourd'hui. Le quatrième film que j'ai à vous présenter, et qui porte bien son nom, il est sorti le 20 octobre en salle et il s'agit de Venom Let There Be Carnage. Et effectivement, Venom 2, c'est un carnage. Dans ce film, donc qui est la suite du premier Venom qu'on a eu il y a de ça 3 ans maintenant, dans lequel on retrouve le personnage d'Eddie Brock, ancien journaliste. Le film se situe à peu près 1 an après les événements du premier film, et Eddie Brock cohabite toujours avec le symbiote Venom. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage de Venom, c'est un personnage issu des comics Marvel lié à Eddie Brock. C'est-à-dire que désormais ils vivent ensemble, ils cohabitent dans le même corps, et c'est évidemment une cohabitation chaotique. Parce que Venom, c'est un personnage sanguinaire. C'est un personnage qui n'hésite pas à couper des têtes, à décapiter, à dévorer tout ce qui lui passe sous la main. Et on en reparlera tout à l'heure justement, mais il faut savoir que Venom, c'est l'une des plus grandes némésis de Spider-Man. Dans ce film, Eddie tente de relancer sa carrière de journaliste d'investigation. C'est pour cela qu'il va se rendre en prison afin d'interviewer Cletus Cassidy, un tueur en série qui est lui aussi doté d'un symbiote, Carnage. Je dirais que mon principal reproche, c'est le ton inapproprié. Puisque, comme je vous l'ai dit, Venom c'est un personnage sanguinaire, c'est un personnage violent et on espérait tous un film à la hauteur du personnage. Un véritable bain de sang au final, mais qui correspondrait exactement à ce que peuvent transmettre les comics Venom. Mais ici, ce personnage meurtrier se retrouve à faire de l'humour aux côtés d'un Tom Hardy dont questionne la présence. Tom Hardy, c'est un acteur extrêmement talentueux, l'un des plus doués de sa génération, sans aucun doute, il a même obtenu un Oscar, alors on peut se demander ce qu'il vient faire dans un projet pareil. En revanche, la seule chose que je retiens du film est sa scène post-générique, et effectivement, si vous êtes fan vous aussi de l'univers Marvel, restez pour cette scène. Même, n'allez pas voir le film si vous n'en avez pas envie, mais regardez au moins cette scène post-générique parce qu'elle annonce du très lourd pour la suite. Et notamment aux côtés d'un personnage que nous apprécions tous, dont je tairai l'identité, mais oui, ça annonce un sacré futur pour Venom, aux côtés d'un super-héros Marvel bien connu du grand public. L'avant-dernier film que je vais vous présenter, et c'est un grand réalisateur qui fait également son retour, il s'agit de The French Dispatch de Wes Anderson qui est sorti le 27 octobre en salle. The French Dispatch, c'est un pêle-mêle d'histoires issu du dernier numéro d'un magazine américain publié en France dans la charmante ville d'Ennui-sur-Blasé. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, le talent de Wes Anderson n'est plus à remettre en question. Avec ses différentes œuvres, il a prouvé sa qualité à la réalisation et surtout son don pour la photographie. Tout est parfaitement millimétré, parfaitement esthétique, et avec The French Dispatch, c'est encore une nouvelle ode au cinéma. C'est une narration qui est divisée en plusieurs petites histoires, mises à la suite des autres, qui relatent donc différents événements. Cette narration, elle en a désarçonné plus d'un qui ont été surpris de ne pas y trouver de continuité scénaristique. Mais évidemment, il faut le prendre comme tel. Il faut imaginer qu'on est en train de lire une revue. On est en train de lire ce fameux The French Dispatch, cette fameuse revue française. Donc on a cet enchaînement de scènes de vie, de moments du quotidien, un peu comme si on feuilletait son journal au petit matin. Le problème avec cette structure, c'est justement la froideur qui se dégage de l'ensemble. C'est que on est spectateur extérieur. À aucun moment on se sent concerné par ce qui arrive au personnage. Donc on a ces 3 histoires pour lesquelles on n'a pas forcément d'intérêt, et c'est ça qui manque, c'est cette émotion. C'est parfait, esthétiquement parlant. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune émotion, c'est froid, ça nous laisse de marbre, et nous, en tant que spectateurs, on reste à l'extérieur du film. On n'arrive jamais à se plonger dedans. En revanche, il convient de mentionner son casting, qui contient les plus grands noms du cinéma contemporain. On a une pléiade de petits rôles, tous plus savoureux les uns que les autres. Les acteurs semblent heureux de donner vie à des personnages aussi hauts en couleur, même si ce n'est que l'espace de quelques minutes. Par exemple, on peut penser à Willem Dafoe, qui n'apparaît que 3 minutes, mais c'est suffisant pour nous, spectateurs, pour s'exclaffer de voir un Owen Wilson à vélo ou bien un Timothée Chalamet surpris dans son bain. Le dernier film que j'ai vu ce mois-ci est sorti le 27 octobre en salle, il s'agit de Last Night in Soho d'Edgar Wright. L'histoire d'une jeune femme passionnée de mode qui va se retrouver propulsée dans les années 60 à Londres, là où elle va rencontrer son idole. Sauf que voilà, le Londres des années 60 n'est pas aussi idyllique que ce qu'elle imaginait. Ici, on a un lien qui va se tisser entre le milieu de la mode, donc avec cette jeune femme, et le milieu du show business avec cette idole. Ces 2 jeunes femmes montent tous les 2 à Londres afin de réaliser leurs rêves. Sauf que voilà, cette machine infernale va les aspirer et les recracher désillusionnés. Les rêves se sont envolés en fumée et l'utopie a basculé dans le cauchemar. C'est le cas de le dire d'ailleurs puisque le film s'avère être un thriller horrifique. Chose qui peut surprendre au vu de sa première heure qui est extrêmement dynamique dans ce milieu de la mode contemporain. Le propos du film tient plutôt en la critique de la masculinité toxique. Peu importe les époques, qu'il s'agisse des années 60 ou d'aujourd'hui, les 2 jeunes femmes sont toujours poursuivies par le sexe opposé. Comme à son habitude, Edgar Wright accorde une importance capitale à la musique,
qu'il s'agisse des notes grésillantes d'un tourne-disque ou bien qu'elle soit chantée par Anya Taylor-Joy, absolument sublime dans la peau de cette idole des années 60. Très rapidement, on va passer sur les séries et il n'y en a qu'une seule, il s'agit de la saison 3 de Titans. Titans, c'est une série inspirée de l'univers DC Comics dans lequel Dick Grayson, l'ancien protégé de Batman, s'est définitivement émancipé de son mentor et décide de partir travailler à Détroit dans la police. Sauf que là-bas, il va faire la rencontre de Rachel, une jeune femme hantée par un esprit maléfique qui est poursuivie par une mystérieuse secte. J'assume complètement ce que je m'apprête à dire, mais selon moi, Titans, c'est l'une des meilleures adaptations qui a été faite des comics d'ici. On a une ambiance sombre, un personnage principal torturé, réellement, Dick Grayson, qui est l'un de mes favoris d'ailleurs. Dick Grayson, c'est un personnage qui a une grande haine en lui, qui a beaucoup de violence, qui réprime, mais qui parfois ressort et qui vient même jusqu'à blesser ses propres amis. Sans oublier une pointe d'humour pour ponctuer le tout. Cela fait maintenant 3 ans que j'ai découvert cette série, on en est donc à la 3e saison, et chaque année on a une nouvelle saison de Titans qui sort. Moi j'adore ça, je vous avouerai, c'est mon rendez-vous annuel. J'adore redécouvrir cet univers et retourner finalement aux côtés de ces personnages que j'apprécie tant, et constater que l'amour que je leur porte est toujours aussi intact malgré les années. Nous allons passer à la littérature, et ce mois-ci j'ai lu 4 livres, dont 2 lectures communes qui ont été de très sympathiques moments passés avec des amis. Tout d'abord, le premier livre c'est Un manoir en Cornouailles d'Eve Chase, une lecture commune que j'ai fait avec Julie de la chaîne Julie Plume. Cornouailles, 1968. On découvre le manoir de Pencrow, un mystérieux endroit dans lequel la famille Alton vient chaque année passer ses vacances. Jusqu'au drame qui va entièrement bouleverser la vie de la famille. 30 ans plus tard, on a Lorna, une jeune femme qui est mystérieusement intriguée par ces lieux et qui décide d'y célébrer son mariage. Sauf que certains secrets auraient mieux fait de rester enfouis. Avec Julie, on a passé ce mois d'octobre aux côtés de la famille Alton et de ses sombres secrets. Je pense qu'avec Julie, on pouvait pas rêver d'une meilleure lecture automnale, puisqu'on s'est retrouvé plongé en Cornouailles justement dans cette ambiance qui sent bon la pluie et les feuilles mortes. L'histoire est bien ficelée, d'autant plus qu'on a sans cesse des allers-retours entre passé et présent. Ça aurait pu nous perdre d'ailleurs, c'est un sacré pari que de faire des allers-retours pareils entre 2 époques, et pourtant c'est brillamment réussi. Tout se retrouve lié à la fin. Petit à petit, l'autrice dissémine des éléments jusqu'à la grande révélation finale qui ne nous donne plus envie de lâcher le livre. C'est simple, on s'était fixé un nombre de pages par semaine et c'est très compliqué de s'y tenir tant on avait envie de connaître la suite. Second livre que j'allais vous présenter et seconde lecture commune, je l'ai faite avec Léa du compte Cough Read et il s'agit de Soif d'Aminotombe. Soif d'Aminotombe, c'est une réécriture de la Passion du Christ qui a fait énormément polémique. Beaucoup de gens ont critiqué l'utilisation déplacée de la première personne. En effet, dans cette histoire, Aminotombe, elle se réapproprie la figure du Christ. Elle parle à sa place, elle lui donne une voix. Ce mélange entre la première personne, la Passion, qui est quand même un tournant marquant dans l'histoire biblique, et la plume satirique d'Aminotombe a été qualifié d'irrévérencieux. Je peux pas m'empêcher de me dire que ces personnes, elles ont lu l'histoire au premier degré. Si on connaît un tant soit peu la plume d'Aminotombe, c'était quelque chose à laquelle il fallait s'attendre. Aminotombe, c'est quelqu'un qui aime critiquer, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à lancer des remarques sarcastiques, et c'est effectivement le cas ici. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on a le Christ du sommet du Golgotha qui n'hésite pas à lancer des remarques cyniques sur l'humanité. Il s'agit de donner des sentiments au Christ, de lui prêter les sensations qu'un incarné peut ressentir, parce que le Père du Christ est immatériel, c'est un être spirituel qui ne connaît pas justement ce qui se passe dans la peau d'un homme. Et le Christ, à plusieurs reprises, va le répéter, il goûte aux sensations que peut ressentir un homme, à commencer par la soif qui donne le titre au roman. Cette soif, c'est quelque chose qui revient souvent pour montrer la matérialité du Christ. Le troisième livre, c'est une enquête consacrée à une mystérieuse secte parisienne, il s'agit de La Famille par Suzanne Privat. Tout commence lorsque Suzanne Privat réalise que dans son quartier, un quartier de l'Est parisien, il y a pas mal de personnes qui portent le même nom. À l'école, ils sont toujours ensemble, ils parlent de mystérieuses réunions dans des salles de fête, et vivent avec leurs propres mœurs. Elle va mener une enquête qui va la conduire à déterrer des secrets vieux de plusieurs siècles. Ils vivent dans les mêmes immeubles, ils exercent les mêmes métiers, mais surtout ils s'épousent entre eux. Il n'y a pas question de faire rentrer des gens extérieurs dans la famille. D'ailleurs, ceux qui veulent s'en affranchir deviennent automatiquement des bannis. Pour ceux que ça intéresse, il y a un épisode de Code Source, 2 épisodes même de Code Source, qui relatent cette histoire et qui sont très intéressants si jamais vous ne voulez pas lire le livre. Moi j'avais d'abord écouté les épisodes, puis lu le livre, et c'est absolument fascinant de voir à quel point ces personnes ont réussi pendant plusieurs siècles à vivre dans la plus grande discrétion. Enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est la lecture que je viens tout juste de terminer, que j'ai adoré réellement. C'est un roman historique, le premier tome d'une trilogie consacrée à 3 grands peintres de la Renaissance. Le premier, La Passion Lippi, consacré donc à Filippo Lippi. Le second tome consacré à Botticelli et le troisième à Léonard de Vinci. Dans La Passion Lippi, tout commence lorsqu'un enfant des rues, particulièrement doué pour l'art, est repéré par Cosme de Médicis. Celui-ci va le placer au couvent des Carmes
et il va devenir l'un des plus grands artistes de la Renaissance. La Passion Lippi, ça symbolise tout ce que j'aime dans le genre historique. On a l'utilisation du romanesque pour mieux entrer dans l'intimité de ces figures. Le risque, lorsqu'on relate des événements qui sont déroulés il y a cela plusieurs siècles, c'est que le lecteur ne se sente pas intégré à l'histoire, c'est que le lecteur se sente en marge et ne parvienne pas à rentrer justement dans les événements qui ont pu se produire. User de la forme du roman afin de rentrer dans les pensées des personnages, ça permet de s'y attacher et développer un certain intérêt. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé aujourd'hui justement. Ce matin je suis passée à la librairie et j'ai vu un livre sur Masaccio. Masaccio, c'est un peintre que je ne connaissais pas. Voilà. Et c'est un peintre pour lequel je n'aurais sans doute pas développé d'intérêt si jamais il n'avait pas été un personnage secondaire de la Passion Lippi. Certes, ici ce n'est pas le personnage le plus important, il est un second rôle, mais néanmoins il est suffisamment développé pour que nous, lecteurs, on s'y intéresse et on soit décidé à aller faire plus de recherches. Selon moi, ça reste l'une des meilleures façons de découvrir l'histoire et de se passionner pour elle. On est réellement immergé dans les mœurs avec une question centrale au cœur de cette trilogie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des artistes lorsqu'ils créent? C'en est tout pour ce bilan culturel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message Instagram vos derniers coups de cœur, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.